économique et sociale sur 4 FM. Questions actuelles. Questions actuelles. Le débat politique, économique et social sur 4 FM. Auditrices, auditeurs de Cap FM, bonsoir. 21 décembre 2012, le monde s'éteindra. Comme si c'est ce jour que l'apocalypse prévu dans les textes bibliques devra être une réalité. L'information, comme une traînée de poudre, parcourut le monde entier. Dieu merci, la journée du 21 décembre ferma ses yeux sans que rien d'extraordinaire ne s'accomplisse. Point de cataclysme de quelque nature que ce soit qui ait pu emporter les habitants de la terre dans un quelconque flot. Nous sommes encore là, debout, et rien n'a étonné le monde. On vit ce qu'on avait toujours vécu. Mais ce n'est pas pour cela qu'on ne peut rien craindre de la destruction de la terre. Hélas, beaucoup d'actes posés par le commun des mortels font craindre le pire. Le monde s'effondre en s'éteignant à petits coups, sans qu'on ne s'en rende compte. La dégradation des terres s'observe. On parle des polluants organiques persistants, les changements climatiques et bien d'autres dégâts environnementaux dont le chef d'orchestre reste simplement l'homme grand H. Une situation qui fait prendre conscience à certaines personnes qui s'en préoccupent. C'est pour se pencher sur des questions environnementales que nous recevons dans Questions actuelles de ce jour, Madame Claudia Amengan-Koué. Madame Claudia Amengan-Koué est membre du réseau Salem. Elle est dans cette émission avec M. Mensah Ogou. M. Mensah Ogou, coordonnateur du réseau des structures d'action locale pour l'environnement, Salem en abrégé. Amis auditeurs, votre participation est attendue au 21 33 52 25 pour toutes vos préoccupations à partir de 22 heures. La mise en onde de cette émission est assurée par Charles Hunkenpo. Réalisation et animation, Lucien Dossou. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Madame Claudia Amengan-Koué, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Merci. C'est vrai, on devrait peut-être commencer par le coordonnateur du réseau des structures d'action locale pour l'environnement, Salem, bien un réseau dont vous êtes membre, Madame Claudia Amengan-Koué. C'est pour ne pas commettre une certaine gaucherie que nous avons commencé par la femme, puisque elle est à l'amont et à l'aval de tout. Une fois encore, Madame Claudia Amengan-Koué, bienvenue dans cette émission. Monsieur Mensah Ogou, coordonnateur du réseau des structures d'action locale pour l'environnement Salem, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Merci, bonsoir à toi. Nous y sommes pour parler des questions relatives à l'environnement. Le monde semble s'effondrer à petits pas d'une manière ou d'une autre. Il y a 4 questions qui nous préoccupent. La problématique de l'exploitation du bois et la sauvegarde des forêts au Bénin. Eh bien, l'autre problématique, c'est celle relative à l'accaparement des terres et ses conséquences socio-économiques et sur le changement climatique au Bénin. La pollution des sachets plastiques au Bénin, on en parle davantage. Eh bien, le mécanisme des financements innovants en lien avec le changement climatique, ça nous intéressera également dans cette émission. Nous allons, d'entrée de jeu, commencer par nous intéresser à la problématique de l'exploitation du bois et la sauvegarde des forêts au Bénin. Monsieur Mensah Ogou, quel est l'état des lieux à ce niveau? Merci beaucoup. Nous allons rapidement aborder cette problématique en tenant d'abord, en prenant en compte la situation vécue par les populations dans toutes les régions du pays. Vous savez, il n'est plus un secret pour quelqu'un aujourd'hui de comprendre que tout ce que nous faisons tend vers l'amélioration, je dirais, un peu des conditions d'existence. Et depuis des années, les efforts sont en train d'être faits par différentes parties prenantes pour le reboisement. Donc le reboisement chaque année
Je crois que tout le monde s'en préoccupe, tout le monde s'organise, aussi bien l'État que les organisations de la société civile. Mais il se fait que depuis également plusieurs années, des comportements sont observés dans tout le pays où des gens avec leur tronçonneuse, des gens avec leur coucou, des gens avec n'importe quel moyen se décident d'abattre anarchiquement les bois. Et cette situation, ce n'est plus simplement au niveau de la population, des espaces libres, mais également au niveau des forêts classées. Or, tout le monde sait, lorsque la forêt n'a pas un plan d'aménagement, on ne peut pas se permettre d'amorcer un processus d'abattage sans limite. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui, où beaucoup de camions, beaucoup de titans quittent toutes les régions, descendent avec beaucoup de bois, et la direction c'est le port, la direction c'est les pays étrangers. Et cette situation est préoccupante parce que le Bénin n'est pas un pays forestier. Et dans les statistiques, dans les points au niveau international, il est prouvé que le pays fait partie des 5 pays qui dégradent davantage leur environnement. Et nous disons que c'est une situation loin de dénoncer, mais qu'il faut attirer l'attention de toute la population sur cette situation-là pour permettre à ce que des comportements nouveaux soient adoptés, des comportements qui nous permettront d'abord d'arrêter, je dirais, l'hémorragie et trouver des stratégies idoines pour aller à la protection de cette ressource. Madame Claudia Mengampoué, la problématique de l'exploitation du bois et la sauvegarde des forêts au Bénin reste aujourd'hui un problème sérieusement préoccupant à entendre. Monsieur Ogo, qu'en dites-vous? Oui, je pense que ce que M. Ogo vient de dire est assez important. Et au plan national, vous savez, le pays n'est pas un pays forestier. Et chaque année, comme il a dit, nous nous évertuons à planter des arbres. Le Bénin a classé des forêts. Mais on se rend compte aujourd'hui que c'est dans notre pays que le bois est exporté de façon, excusez-moi, un peu anarchique. Donc c'est un problème vraiment très important, et vu toutes les actions qui sont menées par les organisations étatiques et non étatiques, nous pensons qu'il faut que l'attention soit tirée sur ce problème. Il faut que l'attention soit bien sûr attirée sur ce problème préoccupant, la problématique de l'exploitation du bois et la sauvegarde des forêts au Bénin. Monsieur Ogou, mais on ne coupe pas le bois pour le simple plaisir, c'est à des fins commerciaux, et à des fins commerciales bien sûr, si je puis ainsi m'exprimer ainsi. Alors c'est aussi à des fins très utiles, on les vend, on les utilise pour la construction, n'est-ce pas? C'est véritablement utile. Oui, le bois est utile. Ça, c'est une réalité. Nous avons besoin du bois pour tout faire. On ne peut pas s'en passer. Mais tout ça est réglementé. Il y a une réglementation qui permet à ce que l'on gère au mieux cette ressource. Et la réglementation ne nous demande pas d'aller dans n'importe quel milieu et de commencer à abattre. Il y a l'administration forestière qui est là, garante du dispositif ou de la gestion ou de l'application même, je dirais, des tests. Mais comprenez, lorsque nous disons qu'il est interdit d'utiliser les tronçonneuses et que tous les jours les tronçonneuses sont dans nos forêts, c'est un problème important qu'il faudra clarifier. Est-ce que nos tests sont respectés ou nos tests ne sont pas respectés? Ceux-là même qui doivent accompagner ou suivre tout le dispositif de coupe ou, je dirais, de gestion de nos forêts sont là ou participent même, je dirais, à la coupe à travers soit des parents,
à travers des amis ou simplement à travers des gens organisés dans un dispositif qui sont appuyés et qui facilitent, je dirais, ces coupes. Le bois coupé, certes, profite à des gens. Mais ce qui importe pour nous, c'est l'avancée de la désertification dans certaines localités. Vous savez, au nord, nous sommes déjà dans une situation où on ne peut plus parler. C'est vrai, il n'y avait pas les 2 saisons réglementaires, mais ça commence à s'accentuer de plus en plus. Et le fait même que nous n'avons pas suffisamment de bois fait que la pluie ne vient que de façon anarchique dans certaines localités. Et si nous continuons à mener, à développer nos comportements de cette façon et à couper le bois pour dire nous avons besoin du bois pour construire, nous avons besoin du bois pour préparer, nous avons besoin du bois pour tout faire, et pour cela on ne doit pas attendre. Le bois qui est coupé ne reste pas au Bénin, c'est ça un peu le vrai problème. Si ce bois coupé restait au Bénin pour contribuer à l'amélioration des conditions d'existence du Béninois, je crois on comprendrait. Mais ce qui est anormal, c'est que ce bois coupé va au port et c'est destination pays étrangers. Et selon vous, que faire aujourd'hui pour régler cette question? Et la première chose qui importe, c'est d'abord d'arrêter le processus de coupe anarchique dans la communauté. On peut toujours continuer à couper, mais éviter l'anarchie. On ne peut pas ne pas couper, mais c'est éviter l'anarchie, réglementer la coupe. Et nous disons, si nous allons dans une forêt classée, qui n'a pas un plan d'aménagement, permettez qu'on ne touche pas à la ressource parce que le colonisateur en classant avait prévu un certain nombre de choses. Qu'on appelle le Béninois ou le citoyen que nous sommes, nous pouvons un jour aller dans une phase de discussion. Et pour éviter ça, on nous dit, cette partie, vous ne touchez pas. L'autre partie, vous pouvez être en train de l'exploiter. Et l'État doit suivre un peu cette disposition qui permettront, je dirais, demain à nos populations ou à la génération surtout à venir de comprendre que dans notre pays, il existait tel type de bois, et comme ça, ce ne sera pas pour des gens de l'histoire à compter. Les gens pourront vivre. Moi, je sais que par le passé, nous avons suffisamment de bois bon marché qui nous permettait de tout faire. Mais aujourd'hui, c'est une autre situation. Pour construire, pour demander la réalisation d'un meuble, très peu de Béninois peuvent se permettre le luxe d'aller vers un menuisier pour dire, bon, offre-moi ça. Ce n'est pas possible. Et on doit arrêter la coupe anarchique. Ça, c'est important. Maintenant, nous devons réglementer aussi le commerce du bois. Parce que apparemment, rien ne se fait à ce niveau. Moi, je me rappelle, il y a quelques jours seulement, ou quelques semaines, que le ministre même est monté au créneau pour dire trop, c'est trop. Et on a bloqué un certain nombre de lieux de transit de ces bois. Mais aujourd'hui, quand est-ce qu'on a levé la sanction qui bloquait tout ça pour que le bois disparaisse de ces endroits-là? Nous ne comprenons pas. Et c'est surtout pour ces raisons-là que nous disons la réglementation doit être suivie et tout le monde doit apporter sa contribution du Béninois lambda, le plus petit jusqu'au plus grand. Madame Claudia Mengankoué, la sauvegarde des forêts reste-t-elle si importante pour les Béninois que nous sommes? Et en quoi? Elle est très importante. Il faut voir le rôle que jouent les forêts. Les forêts jouent un rôle très important. Il a parlé des pluies tout à l'heure. Il a parlé des saisons. Et compte tenu de cette exploitation anarchique, les saisons sont modifiées. Et nous parlons aujourd'hui des changements climatiques. Les forêts jouent un rôle très important dans les changements climatiques de par la séquestration de carbone et un certain nombre de rôles que la forêt joue. Et tout à l'heure, vous avez demandé les mesures qu'on peut prendre. Et le commerce de bois au Bénin est un commerce très florissant aujourd'hui. Et il y a ces exploitants qui s'enrichissent
de par l'exploitation et l'exportation de bois et tout ça. Mais pourquoi ces exploitants ne peuvent pas avoir des espaces de reboisement? C'est vrai, ces arbres qu'on coupe aujourd'hui, avant d'avoir encore cette dimension, même si on plante aujourd'hui, ce n'est pas demain la veille. Mais pourquoi ne pas assurer la régénération au même moment où on est en train d'exploiter? Donc c'est un peu quelque chose qui nous préoccupe. C'est vrai, tous les 1er juin, on parle de journée nationale de l'arbre. Mais ces arbres qui sont mis en terre, qu'est-ce que ça devient? Est-ce que c'est entretenu? Donc vraiment. Est-ce que ce sont des arbres de même qualité que ceux qui sont coupés? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Donc raison de plus pour que nous ayons vraiment, pour que nous conservions nos forêts. Il y a donc beaucoup à faire à ce niveau, Monsieur Ogu. Il y a beaucoup à faire. Aujourd'hui, tout le monde doit être informé sur la question de la dégradation de nos forêts. Tout le monde doit s'organiser pour protéger ces forêts. Tout le monde doit faire en sorte que les générations à venir puissent savoir que dans notre Bénin, il y a l'Iroko, il y a le Kaya, il y a l'Afzélia, il y a plein d'espèces qui ont qui sont des bois qui, dans la mesure du possible, étaient très prisés et que tout le monde recherchait. Moi, je vous dis, le Kosso, par le passé, il y a 10 ans, personne n'en voulait pour les meubles. Mais aujourd'hui, c'est ça qui est beaucoup plus demandé. Parce qu'il n'y a que ça. Afzélia, personne, c'est-à-dire, rechercher l'Afzélia aujourd'hui, c'est vraiment, il faut vraiment être imposant jusqu'à ce que la poudre. Sinon, plus personne n'en parle. Donc, c'est dire que nous sommes en train de perdre beaucoup d'espèces que si rien n'est fait, tout ça, ça va disparaître. Et notre pays, qui regorge d'un certain nombre de potentialités, pourra d'ici à là. Alors, la réglementation de l'exploitation du bois dont vous parliez tantôt, M. Ogu, pourrait fragiliser le commerce du bois dans notre pays si cela se faisait? Non, bien au contraire. Lorsque nous réglementons ce commerce, c'est que la stratégie pour les coupes, la stratégie pour l'exploitation de nos forêts, tout ça doit être lié. Et tout ça permettrait également à la population, c'est-à-dire d'aller dans le sens de la protection de la ressource. Il ne s'agira plus de rentrer dans n'importe quelle forêt et d'exploiter, mais il doit avoir une stratégie de régénération de l'espèce dans toute sa dimension. Et c'est ça qui fera que chaque fois que nous décidons à couper, nous avons déjà la solution. Madame Claudia disait, les exploitants doivent se décider eux-mêmes à reboiser. Certes, tout le monde est obligé d'aller dans le sens. Et nous disons que chaque jour que Dieu fait, nous pouvons planter un arbre, l'entretenir et le voir grandir. Mais c'est des arbres qui font une 50aine d'années qu'on coupe. Il faut démarrer la production un jour. Tant que vous n'allez pas démarrer, vous n'allez pas compter 50 ans. Il faut planter, entretenir des années pour que quelqu'un d'autre puisse en tirer profit. Et le fait que les gens ne sont pas prêts à entretenir pour les autres, fait que bon, on coupe et puis ça s'arrête là. Madame Claudia Mengankwe, lorsqu'on est dans une activité commerciale, on veut tout de suite maximiser le profit. Est-ce qu'on a le temps d'attendre vraiment lorsque on est dans cette situation-là? Je dirais, comme mon collègue qui a eu à discuter avec certains exploitants qui ont dit et voler Dio, et non voler ça. C'est-à-dire, s'il n'y a plus de ressources, le commerce là va s'arrêter. Autant bien entretenir ce commerce à travers de bonnes pratiques. C'est ce qui est sûr, nous n'avons pas, le Bénin n'est pas un pays forestier, nous n'avons pas beaucoup de ressources. Et l'allure à laquelle les choses évoluent, ça ne nous promet rien. Donc, nos chers exploitants, d'ici là, je crois qu'ils vont arrêter leur activité. Et là, certainement, l'État béninois a un rôle à jouer.
L'État béninois a un rôle à jouer. L'État béninois a pris des engagements au plan international à travers la signature des conventions de Rio. Donc, en principe, cet état de choses ne doit pas se produire. Bon, nous ne disons pas que l'État a démissionné, mais nous en appelons à la conscience des populations. Hein? Bon, c'est peut-être pas ignorance si ça se passe comme ça, mais c'est fort de cela que nous sommes engagés dans ces actions de sensibilisation pour que le grand public et ses exploitants soient conscients de ce qui se passe et qu'ensemble nous réfléchissions pour voir ce que nous pouvons faire pour que chacun puisse tirer profit de la situation. Monsieur Ogo, d'une manière ou d'une autre, ces bois qui sont coupés pas sur les routes de l'État, ces bois qui sont coupés, bon, c'est dans des localités qui sont des parcelles de l'État, justement. Les bois coupés... L'État a quelque chose à faire. Les bois coupés parcourent le pays avant de sortir. Et c'est en cela, je disais que l'administration forestière qui doit réglementer, qui doit suivre tout ce que nous sommes en train de dire là, qui doit contrôler le mouvement du bois. Je ne dirais pas qu'ils ont démissionné aussi, mais quelque part, l'administration est complice. Parce que il y a eu beaucoup d'actes posés par des organisations de la société civile pour contraindre les exploitants à réduire ou à freiner l'exploitation anarchique du bois. Mais malheureusement, quand on avance un peu, on se rend compte que l'administration forestière et je dirais ne même... fait pas tomber la sanction. La sanction ne tombe pas, la brigade ne fait rien, la police ne fait rien, personne ne fait rien. Bien au contraire, on s'arrange pour que quand c'est lancé, que le processus va au bout. Donc c'est coupé, on doit vendre. Mais si on ne décourage pas à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Et ce qui est également un peu, je dirais, délicat, c'est que ces populations ou ces organisations de la société civile qui se décident à mener cette campagne d'information et, je dirais, de veille pour que les actions ne soient pas, la discussion n'avance pas au rythme que les gens veulent, que ces populations sont, je dirais, traquées. Je dirais bien traquées par tous ceux-là qui doivent en principe réglementer le dispositif. Et c'est un peu ça le paradoxe. Et c'est pour ça que nous disons, nous devons collaborer avec tous les acteurs et les amener à décider de comment nous devons nous organiser pour que demain, ça puisse s'arrêter. Parce que, comme elle le dit, hein, s'il n'y a plus de bois, il n'y aura plus d'exploitants forestiers. Et en ce moment, ce serait tout. Moi, je me rappelle un ami qui disait, dans son village, les gens passent et il y a un seul arbre. Dans la cour, on vient négocier le prix. Et on reste là, on coupe. On passe dans le village comme ça et on coupe un arbre. Et après, maintenant, le camion vient pour charger et puis on s'en va. Mais s'il y avait beaucoup, et là c'est au sud, puis s'il n'y en a plus. Donc, le peu protégé, ça également, on commence à s'acharner dessus. Mais au nord où il y a encore quelques réserves, s'il vous plaît, si tout de suite on se jette dessus et qu'on fait de ça ce qu'on veut, le résultat c'est que demain, nous allons beau planter, mais on n'aura pas d'arbres parce que n'oublions pas, il n'y a pas dans cette maison où on ne fabrique, on ne prépare pas avec du charbon. Et ce n'est que le bois. Et ce bois qui n'attend pas d'atteindre 15 ans, 20 ans, c'est ça qu'on utilise. Ça veut dire qu'on n'aura jamais plus jamais de bois ici, à dire que bon, nous avons du bois à exporter. Il faudrait qu'on réglemente. Nous voulons certes beaucoup d'argent pour notre pays,
mais pas dans ces conditions-là. Nous voulons certes beaucoup d'argent pour notre pays, mais pas dans ces conditions-là. Monsieur Ogo, vous le disiez tantôt. Madame Claudia Mengangpoué, lorsqu'on parle de la forêt, justement, ce sont beaucoup d'arbres et les arbres se retrouvent naturellement sur un sol. Et l'autre problématique qui va nous intéresser, c'est celle relative à l'accaparement des terres et ses conséquences socio-économiques et sur le changement climatique au Bénin. Monsieur Ogou, la question s'adresse encore à vous. Quel est l'état des lieux à ce niveau, au niveau de la problématique de l'accaparement des terres? Merci beaucoup. Vous savez, dans notre pays, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par les populations. Nous sommes un pays où la production se fait encore avec le matériel rudimentaire. Donc nous sommes encore à l'étape de roue, coupe, tabac et autres. Et l'idée est en train de se développer pour que d'ici à là, la mécanisation puisse suivre son cours. On utilise des engins pour faire des milliers d'hectares dans le souci de mieux assurer la sécurité alimentaire de nos populations. Et c'est cette idée-là qui fait que aujourd'hui, beaucoup de gens, je dirais pas des petits, mais de grandes personnalités et des structures étrangères descendent dans un certain nombre de localités de notre pays pour acheter des terres, mais pas des hectares, c'est des milliers d'hectares d'un seul tenant pour, en griffe, dire demain, nous voulons faire la production dans ce sens. Aujourd'hui, des gens ont vendu leurs terres, ils ont mis une partie de cette ressource dans l'institution qui est en train d'appauvrir, sinon qui a appauvri davantage. Qui a avalé ça, moi je ne veux pas dire plus. Et l'autre partie utilisée pour acheter un ZEM, pensant que l'autre ressource placée au niveau de l'institution allait ramener quelque chose. Aujourd'hui, cette institution est en train de disparaître. On ne sait pas si ces ressources vont un jour être retrouvées. Et ces populations ont déjà vu une grande partie de leurs ressources, je dirais, brûlées. L'autre ZEM qui est acheté, d'ici à là, va s'amortir. On n'a peut-être pas les moyens de réparer. Alors, je n'ai plus de terre. Qu'est-ce que je deviens? Dans mon village, je n'ai plus accès. Je commence à quémander la terre parce que je dois retourner à la terre pour pouvoir survivre. Et lorsque nous parlons de production grande échelle, ce n'est pas du jour au lendemain parce que aucun dispositif n'est encore mis en place pour permettre de lancer cette forme d'exploitation. Et ça fait que aujourd'hui, dans des localités où on achète de grands espaces qu'on ne touche pas, et que ce n'est pas des agriculteurs qui les achètent, mais des personnes nantis, simplement qui veulent dévancer un certain nombre d'événements, qui vont acheter les terres, ça fait que demain, même si on venait à utiliser ces mêmes populations dépourvues de leurs terres, ça pourra, ça peut ne pas leur permettre de subvenir à tous leurs besoins. Et en ce moment-là, qu'est-ce que la population va devenir? Et c'est en cela que nous disons qu'il faudrait commencer à attirer l'attention, je dirais, des autorités communales pour ces espaces qui sont en train d'être achetés aujourd'hui. Si on ne met pas une bonne réglementation autour, que des gens ne viennent pas acheter des milliers d'hectares ou des centaines d'hectares juste pour dire nous attendons demain et empêche les populations de produire, parce que nous allons alors courir le risque de renforcer la pauvreté dans nos localités. Et c'est cela que nous sommes en train d'éviter, et c'est cela que nous dénonçons déjà tout de suite pour que demain la situation puisse changer. Je sais que déjà dans certaines localités, des autorités commencent à faire des déclarations pour dire que nous ne vendons pas plus de 5, on ne permet plus la vente de 5 hectares, mais ce n'est pas suffisant. Que ça ne reste pas dans l'étape simplement de déclaration, mais que les gens passent vraiment aux actes. Il faut que la terre ne soit pas bradée
pour que demain, cette même population, voulant même réacheter leur terre, ne soit plus en mesure parce que la terre prend de la valeur chaque jour. Et c'est un peu ça, les grandes difficultés. Madame Claudia Mengampo, une question qui se pose, mais qui donne à réfléchir. C'est ma terre, c'est en tout cas ma propriété, je la vends. En quoi cela gêne qui que ce soit? Ma terre que je vends, en quoi cela gêne? Il l'a dit tout à l'heure. Ils ont vu de l'argent. Ils ont pensé s'enrichir en vendant leur terre qu'ils utilisent pour subvenir à leurs besoins. Mais aujourd'hui, ils sont allés déposer l'argent quelque part. Même si la société n'a pas fermé, la société en question n'a pas eu de problème. S'ils deviennent riches, voici ils vont trouver encore les terres. Peut-être ils vont aller ailleurs. Et maintenant, ils sont devenus des SDF chez eux. Sans domicile fixe. Comme le dirait un collègue, s'ils meurent, on va les enterrer où? Si on achète toutes les terres. Donc, il faut vraiment réfléchir à ces problèmes. Même si l'institution dans laquelle ils ont mis l'argent, si l'argent, l'institution avait fructifié l'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Qu'est-ce qu'on fait avec de l'argent? Si vous ne pouvez pas être à l'aise chez vous, ils ne peuvent plus racheter cette terre. Et qu'est-ce qui va advenir à ce moment? Voilà que maintenant, ils ont perdu et l'argent et la moto. La moto a une durée de vie. Et ils n'arrivent même plus à réparer la moto. Et c'est un problème. Et puis, face à cette situation, moi je dis, notre pays est un pays de paix. Et nous sommes enviés partout. Mais face à ce problème d'accaparement de terre, nous courons le risque de conflit dans le pays. Alors, que devront faire nos citoyens qui ont les espaces? Faudrait-il qu'ils restent là, qu'ils croisent les bras et voir les choses passer? Ils peuvent vendre, mais sans exagérer. Pensez à l'avenir de leurs enfants. Parce que la vie ne se limite pas choses là, à ça. Il faut penser à l'avenir. Nous sommes dans un contexte de développement durable. Et je pense que c'est l'ignorance qui fait qu'ils ont trouvé l'argent aujourd'hui. Ils ont vendu leurs terres. Mais demain, Monsieur Meksan Ogo, dites-nous quel rapport la problématique de l'accaparement des terres a-t-il avec les conséquences socio-économiques et le changement climatique? Je crois, d'entrée, je disais que lorsque vous vendez la terre, vous perdez votre propriété. Vous perdez la propriété. Et c'est la matière première, la première matière que vous devez utiliser. La ressource terre est une ressource qui permet à tout producteur d'avancer. Si vous n'avez pas la terre, vous devez savoir que dans votre compte d'exploitation, il y a beaucoup d'autres charges qui s'ajoutent et qui feront que vous ne pouvez pas rentabiliser correctement. Donc, la terre est vendue. Le paysan ou le producteur qui aujourd'hui est en mesure de se prendre en charge se retrouve dans une situation sans terre, c'est clair que la question de la pauvreté va s'agrandir. Et ça, c'est un niveau, je dirais, élémentaire. Mais l'autre niveau, lorsque nous commençons à réfléchir comme les pays développés où il faut dégrader, je dirais, de grands espaces pour produire, en ce moment, c'est toujours le même phénomène de destruction de nos ressources forestières qui va apparaître et en ce moment, lorsque vous avez 200 hectares, 500 hectares, je dirais, d'un seul tenant dégradé, vous avez plus la possibilité d'avoir la pluie comme cela se doit, parce que vous savez bien, dans le cycle de l'eau, il y a l'apport, je dirais, de la végétation. Donc, c'est là où il y a les forêts que beaucoup plus il pleut. Mais c'est ce qu'on refuse au Bénin qui se passe ailleurs. Par exemple, aux États-Unis, c'est des espaces
qui sont utilisés par des agriculteurs et pourtant les États-Unis restent un pays suffisamment fort dans le monde entier. Madame Claudia Amengampoué. Merci. Ils exploitent les terres, mais ils en subissent les conséquences. Vous avez entendu parler de Sandy récemment. Et ça, c'est les effets des changements climatiques. Donc, nous n'allons pas attendre que ça nous arrive. Déjà, nous allons en arriver là. Mais déjà, nous subissons déjà les effets des changements climatiques. Hein, sans en être à la base. Mais si nous mettons à aggraver la situation, qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce que notre pays va devenir? Nous sommes en train de parler de l'avancée de la mer. Nous sommes en train de parler de l'avancée du désert dans le septentrion. Et si nous-mêmes, nous prenons notre mer pour dégrader nos ressources, qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce que nos enfants vont devenir? C'est une question. Une question, une autre qu'on va vous poser, Madame Claudia Amengampoué, si vous arrivez d'utiliser des sachets plastiques, vous êtes une femme. Merci. J'utilise des sachets plastiques, je ne peux pas refuser, mais je n'exagère pas. Je n'exagère pas quand je vais acheter quelque part. Quand vous allez au marché, vous allez chez 10 vendeuses, vous risquez d'avoir fait un sachet. Et je refuse. Et pourquoi? Je refuse parce que je suis environnementaliste. Je sais ce que c'est que les sachets plastiques. Et c'est quoi les sachets plastiques justement? Les sachets plastiques, c'est des dérivés du pétrole. C'est la matière non biodégradable que nous connaissons tous. Et c'est pour cette raison aussi que nous pensons qu'il faut les utiliser pour régler certains problèmes. Mais en cherchant à régler ces problèmes, nous en créons d'autres. Vous savez que nous sommes un pays africain. Nous avions nos pratiques. Hein? Nos grands-mères avaient leurs pratiques. Mais nous commençons par évoluer. Nous voulons faire comme... Il y a une nouvelle civilisation qu'on copie. Il y a une nouvelle façon de vivre qui fait que quand vous voulez aller au marché, au lieu de prendre votre panier pour aller au marché, vous pouvez y aller les bras ballants, sachant que vous aurez des sachets partout. Et même, comme le dirait mon collègue, pour acheter l'huile, il faut acheter l'huile dans le sachet. Et la nourriture également. La nourriture. Bien chaude. Oui, la nourriture bien chaude. Des fois même, on prépare avec le sachet, sans savoir que le sachet contient des substances cancérigènes. Et je parlais de l'huile. Quand vous mettez l'huile dans le sachet, arrivé à la maison, on n'ouvre pas le sachet, mais on met la casserole au feu et on met le sachet dedans, ça brûle, paf, et l'huile sort. Et on sort. Nous mangeons ça. Et vous savez, si vous allez dans les hôpitaux, tout le monde, le taux de décès dû au cancer est très important. Donc c'est un peu la problématique. On utilise des sachets partout. Et on prépare même avec le sachet. Vous savez que les nourritures comme ablo et comme ça se préparait avec les feuilles. Mais aujourd'hui, la cassa, ça se préparait avec les feuilles. Mais aujourd'hui, pour faciliter les choses, on utilise le sachet aussi parce que les ressources sont en voie de disparition. Les ressources naturelles, là. Les ressources naturelles. Il n'y a plus beaucoup de feuilles, nous sommes à Cotonou. Donc, on pense qu'on peut utiliser les sachets. C'est vrai, ce n'est pas ignorance. Mais il faut que les populations comprennent aujourd'hui que les sachets plastiques sont très dangereux sur beaucoup de plans. Monsieur Ogou, les sachets deviennent des dangers publics, mais c'est avec eux qu'on vit au quotidien. Il y en a qui nous rendent même visite dans nos rues en pleine circulation. Les sachets plastiques restent un danger. Et cela en quoi? Je vous remercie pour cet aspect. Vous savez, personnellement, j'interviens dans un secteur où nous gérons les déchets. Et en matière de gestion des sachets plastiques, je crois que c'est le plus grand problème que nous rencontrons. Et ces problèmes, c'est tout ce que, je dirais, nous avons comme difficulté en matière de traitement, je dirais, de nos déchets. Vous voyez, nous sommes à Cotonou. Vous allez à Dantokpa, vous regardez un peu les caniveaux. Et quand vous voyez, je dis, le spectacle, parce que si c'était même des papiers, tout ça, après quelques jours, ça se décompose, et puis, mais les sachets s'entassent. Les sachets s'entassent, et tous les jours. Et après, ça bloque, je dirais, la circulation. Si rien n'est fait par les autorités locales, c'est que c'est fini. Le caniveau est bouché. Il y a
je dirais, des problèmes pour la population qui longe, je dirais, ces caniveaux-là. Et ça, là, c'est des choses que nous vivons, non pas seulement à Dantokpa, mais partout dans nos quartiers, sur toutes les rues, partout, il y a ces sachets qui... Donc, ces sachets, une fois quand ça rentre dans la terre, ces sachets ne se décomposent pas. Ces sachets, si ça se retrouve dans un lieu de production, c'est clair que l'activité décomposition qui doit permettre à la terre c'est-à-dire à la matière, aux minéraux de se transformer et de pour rendre la terre riche, fertile, rien ne se fait. La production devient, je dirais, sans résultat important. Et ça, c'est des choses sur lesquelles nous devons également attirer l'attention de tout le monde, parce que ce n'est pas seulement en ville, mais également au village. Partout, nous avons les sachets qui nous encombrent. Et nous disons que on peut faire autrement. Et faire autrement, c'est amener la communauté à se décider, je dirais, à changer de comportement. Elle a dit, elle utilise certes les sachets, mais pas comme tout le monde. Elle rationalise. Au lieu de prendre 20 sachets, peut-être avec un sachet bien résistant, elle essaie de faire un ensemble de choses. Mais ce seul sachet peut causer les mêmes dégâts que les 20. Non, c'est des étapes. Si aujourd'hui, elle prend conscience que tout le monde doit prendre des sachets, si elle refuse, c'est que bon, elle doit prendre la solution alternative, sortir avec son panier. C'est vrai, elle a son panier ou des choses dans lesquelles elle peut mettre, mais quand on lui demande de prendre un sachet, elle ne se permet pas de prendre tous les sachets. C'est déjà un grand pas. Mais nous devons en arriver à dire, nous ne voulons plus prendre le sachet, mais nous voulons trouver des matières qui peuvent être transformées. Les papiers ou des sacs, je dirais, durables, qu'on peut utiliser et recycler, c'est-à-dire utiliser, réutiliser autant de fois qu'on veut. Ça, c'est des solutions qui vont nous permettre, je dirais, d'assainir un peu notre cadre de vie. Et puisque, tant que les sachets vont continuer à boucher les dispositifs de circulation de l'eau, chaque année, tout ce que nous vivons à Cotonou, on va continuer à le vivre. Chaque année, tout ce que nous vivons dans les autres communes, on va continuer à les vivre. Or, on peut éviter ça. Les sachets y contribuent pour beaucoup. Et elle a dit également, les sachets sont source de mort. Nous consommons tous les jours des choses sans savoir que nous contaminons inutilement. Mais c'est depuis des années. Mais non, des années. Ce n'est pas le fait de consommer aujourd'hui que tu es malade. C'est plus tard que tu commences à avoir les effets. Et c'est ça là que les populations n'ont pas pu intégrer dans leur mental. Et c'est pour ça que il y a des études qui sont faites. Et ces études ont quand même montré que les maladies, il y a beaucoup de maladies qui peuvent subvenir par la mauvaise utilisation du sachet. Et elle a parlé du cancer. Lorsque nous parlons du paludisme, on peut donner des chiffres. Mais est-ce que tout de suite les gens publient le nombre de personnes qui meurent du fait du cancer? Non. Et pourtant, ça participe beaucoup à ce que nous endurons dans le pays. Et nous disons, pour se développer, il faut que les hommes soient des hommes valides. Et nous devons contribuer à préserver la vie de toute la population. Et c'est pour cela que les sachets ne sont plus la solution à tout, mais les sachets doivent être revus. Et ça là, ça ne peut pas se faire sans les autorités. Parce que lorsque l'autorité va se décider à réglementer l'importation des sachets, je crois que nous commencerons à avoir des effets, je dirais, des solutions rapides aux alternatives. Des efforts sont en train d'être faits, je dirais même aujourd'hui, au niveau de certaines pharmacies. Vous savez, les gens disent, achetez même une plaquette d'aspirine, on vous donne le sachet. Mais d'autres pharmacies aujourd'hui n'utilisent plus ces sachets. On vous donne, c'est-à-dire des emballages en papier. C'est déjà bon. Parce que le papier, ça peut se recycler. Et c'est cela que nous voulons encourager. Nous voulons que l'autorité, le gouvernement, ou au niveau de nos administrations, on commence à intégrer ce qu'on doit intégrer pour que d'ici à là, une réglementation arrive en matière de gestion du sachet et pour qu'on en finisse avec cette problématique
qui tue la population. Voilà, Madame Claudia Mengankoué, comment faire pour réduire la pollution des sachets plastiques au Bénin selon vous? Oui, il vient de le dire, il faut réglementer l'importation. C'est parce qu'on trouve les sachets à bon prix, qu'on les achète et on les utilise comme on veut. Si déjà l'importation est réglementée, si par exemple on augmente les frais de douane pour ce produit qui revient finalement cher, les populations n'auront plus accès à ça comme cela se faisait avant. Et là, ça va être naturellement réglementé. L'utilisation sera plus... je ne sais pas, ça va être plus réglementé. Ouais. Voilà, il n'y en aura plus sur le marché. Alors, les femmes n'auront plus... Et à la place de ces sachets, qu'est-ce qu'on peut avoir? Il vient de le dire, il y a des sachets en papier. Il y a déjà les modèles de sachets en papier, donc avec des produits biodégradables. Et aussi, il faut qu'on évite d'aller au marché sans les sacs. Même si ce n'est pas le panier. Encore qu'il y a des paniers que les gens fabriquent, des paniers biodégradables que les gens fabriquent. Mais sortir de la maison les bras ballants pour aller au marché, il faut qu'on change de comportement. Un sujet qui nous intéressera également dans cette émission, mesdames, messieurs, c'est celui relatif au mécanisme des financements innovants en lien avec le changement climatique. Monsieur Meksan Ogou, quand on parle de financement innovant, de quoi s'agit-il réellement? En fait, le financement innovant, c'est des mécanismes qui sont mis en place dans un certain nombre de secteurs. Et pour ce qui concerne le changement climatique, c'est des mécanismes mis en place pour capter, je dirais, des ressources nouvelles et essayer de les rejeter dans le dispositif pour améliorer un peu la gestion, je dirais, en matière de protection de l'environnement. Voilà, Madame Claudia Mengankoué, par rapport au mécanisme des financements innovants, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là? Oui, merci. Oui. Vous savez, les changements climatiques constituent aujourd'hui un problème crucial dans le monde entier. Et qu'est-ce qui cause ces changements climatiques? C'est surtout les émissions de gaz à effet de serre. Mais les émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas tous les pays qui les produisent, c'est les pays développés qui produisent ces gaz à effet de serre de par le fonctionnement de leurs usines. Mais qu'est-ce qu'on constate, c'est que eux, ils produisent le gaz là-bas, mais c'est nous, ces gaz à effet de serre, qui créent les problèmes de changement climatique. Mais c'est nous, les pays en voie de développement, qui en faisons les frais. On parle aujourd'hui de l'avancée de la mer, l'avancée du désert, tout ça là. Ce n'est pas nous qui créons les problèmes de changement climatique, mais nous les subissons. Mais il y a eu le protocole de Kyoto, qui est un instrument juridique qui règle un peu ces problèmes de changement climatique et qui demande aux pays développés de réduire le taux de gaz émis ou bien de financer des projets d'adaptation ou de mitigation dans les pays en voie de développement. Mais les financements ne tombent pas comme cela se doit. Et en 2010, le Fonds vert pour le climat a été mis en place. Mais il faut que ce Fonds vert soit abondé pour que les projets puissent être mis en œuvre. Puisque ce sont nos communautés surtout qui subissent les effets de ces changements climatiques. Donc il faut des projets d'adaptation à l'endroit de ces communautés pour leur permettre vraiment de s'adapter face aux effets des changements climatiques. Mais puisque cet argent ne tombe pas, il a été décidé de penser à ces financements innovants qui sont de nouvelles sources de financement public qui vont permettre d'abonder le Fonds vert pour le climat. Alors, donc, dans notre pays, dans les pays, il est question que les structures gouvernementales prennent des dispositions pour que d'abord, lors des négociations, on fait de telle sorte que ces financements, les pays puissent prendre des dispositions pour que ces financements soient effectifs. Le Bénin, vous le savez, a signé la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et un certain nombre de dispositions ont été prises au plan national. Une forte délégation a participé récemment à la COP18 au Qatar.
Et du côté de la société civile aussi, beaucoup de choses sont en train d'être faites pour que les financements innovants soient effectifs. Et aussi au plan national, que des dispositions soient prises pour qu'on n'attende pas trop de l'extérieur avant de mener des projets d'adaptation au changement climatique. Donc, il faut qu'au plan national aussi, on réfléchisse à comment créer et avoir ces financements innovants pour mettre en œuvre des projets d'adaptation. Monsieur Meksan Ogou, justement par rapport à cette situation, le mécanisme de financement innovant en lien avec le changement climatique, Madame Amégan Poué a parlé du fonds vert. À quoi servira ce fonds vert? En fait, c'est des ressources qui vont être utilisées suivant un certain nombre de critères pour permettre la mise en œuvre de programmes de protection de l'environnement ou de développement de stratégies nouvelles pour réduire le développement des gaz à effet de serre. Et comme elle a su bien décrire le processus, ces fonds doivent être, c'est-à-dire l'utilisation de ces fonds doit être réglementée. Et c'est notre rôle aujourd'hui d'attirer également l'attention de l'autorité sur son rôle, d'abord dans la création du cadre et ensuite dans la mise en œuvre, que l'autorité puisse savoir que ces ressources destinées à développer des actions du genre doivent être gérées d'une certaine façon et de façon réglementées, de manière à ce que demain cela puisse se poursuivre dans le temps. Et c'est un peu dans ce sens-là que ce fonds doit pouvoir nous permettre de régler un peu les problèmes au niveau local et je dirais d'atténuer tout ce que nous avons cité comme problématique en matière, je dirais, de dégradation de notre environnement. Et ce mécanisme dont vous parlez, est-il un problème sous-régional, continental ou mondial, Madame Claudia Amégan Poué? C'est un problème mondial. Donc les pays en voie de développement doivent mettre la pression sur les pays développés pour que... Ils vont mettre la pression. Ah oui, il faut mettre la... Parce que je disais tantôt que c'est nos pays qui subissent les effets des changements climatiques et nos pauvres populations. Vous voyez un peu ce qui se passe. Donc, ils doivent mettre la pression parce que ce qui s'est passé au Qatar, c'était pas de l'amusement. Et je salue au passage la société civile qui a vraiment veillé pour que de bonnes décisions soient prises. Et qu'est-ce qui s'est passé au Qatar? Ce qui s'est passé au Qatar, parce que vous savez, cette année est une année très importante en termes de financement pour le climat. Donc le protocole de Kyoto vient à terme en 2012 et aussi les financements précoces pour le climat finissent en 2012. Donc le fonds vert pour le climat qui a été créé, on doit mettre 100 milliards de dollars dedans d'ici 2020. Mais il ne faut pas attendre 2019 pour mettre la pression. Il faut dès maintenant mettre la pression pour que ces pays... Parce qu'il y en a qui ne veulent même plus du protocole de Kyoto. Alors qu'ils produisent les gaz à effet de serre. Et nous subissons toujours les effets. Donc il faut mettre la pression. Mais si on ne met pas la pression, ils vont se désengager. C'est vrai, le fonds vert pour le climat a été mis en place. Mais si le fonds n'est pas abondé... Alors, Madame Claudia Amégan Poué, est-ce que l'argent viendra compenser le danger que crée déjà ce que vous relevez par rapport à la pollution de l'environnement, ce que vous relevez par rapport au changement climatique? Est-ce qu'il faut nécessairement l'argent pour régler cette question? Il faut l'argent. Par exemple, quand on dit planter des arbres, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Nous travaillons, par exemple, et dans les zones de mangrove. Les zones de mangrove. C'est où ça? Les zones de mangrove sont des écosystèmes en fait qui servent d'interface entre la mer et le continent. C'est-à-dire, c'est souvent, ça longe la zone côtière. Et c'est des cours d'eau qui sont en rapport avec la mer, avec la végétation constituée de palétuviers qui les bordent. Donc les populations ont coupé ces palétuviers pour satisfaire leurs besoins fondamentaux.
Donc la conséquence, c'est que ces cours d'eau sont en train d'être comblés et perdent leur pouvoir, leur potentiel de productivité. Donc nous, on intervient pour remettre ces palétuviers, mais ça c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Donc si on n'a pas les moyens, on va assister impuissant au phénomène. Et aussi, il y a beaucoup de catastrophes dues à cette perte de biodiversité. Vous avez entendu parler des crues. Les crues de fleuve Mono, tout ça, là, ça crée des dégâts. La dernière fois, nous avons fait une visite vers les populations de Grand Popo qui disent qu'ils sont des réfugiés chez eux. Et pourquoi disait-elle Ils sont des réfugiés parce que l'eau les a chassés de leur maison. Et ils vivent dans les tentes. Vous voyez? Au Bénin. Ils sont chez eux, mais ils sont des réfugiés à Grand Popo. Dès que vous descendez, ils ne sont plus là présentement. Dès que vous descendez du pont de Grand Popo, vous les voyez au niveau du marché là. Hein? Et ils ont dit à la presse, ils sont des réfugiés dans leur propre pays parce que l'eau les a chassés de leur maison. Donc ça, c'est les effets des changements climatiques. Monsieur Ogou, mais chaque pays a sa politique environnementale et de la protection de son environnement. Oui, ça c'est une réalité. Le Bénin aussi a sa politique. Et pour gérer tout ça, il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises au niveau du ministère de l'Environnement où il y a des points focaux pour gérer un certain nombre de thématiques. Mais le vrai problème à ce niveau, c'est que le commun des mortels ne les connaît pas. La société civile qui doit être informée de tout ce que ces points focaux qui gèrent les différentes conventions ne sait pas qui sont ceux-là qui animent. Et les rares fois vous devez entendre parler de ces gens, c'est quand ils ont besoin d'informations. Quand vous avez fini de travailler, on court maintenant pour dire est-ce qu'on vous a vu faire telle chose? Est-ce qu'on peut avoir les résultats? Et nous pouvons vous aider à promouvoir les résultats. Nous allons présenter vos résultats à telle conférence. Mais je dis, si c'est comme ça, nous allons évoluer pour préserver notre cadre de vie, préserver notre environnement, il y a problème. De toutes les façons, le ministère développe sa politique, mais que cette politique ne soit pas simplement une politique macro, mais que les gens pensent à descendre tout le dispositif vers la base et permettre à la population d'avoir, c'est-à-dire de mieux comprendre comment les choses fonctionnent, d'apprécier un peu l'effet, c'est-à-dire des actions du gouvernement sur la population en termes d'action directe pour améliorer le cadre de vie. Et je crois que c'est seulement en évoluant de cette façon-là que nous, membres de la société civile, nous pourrons mieux donner quitus à ce qui se fait et ne plus continuer à dire les gens viendront d'ici à là pour collecter les résultats. Mais s'il vous plaît, lorsque nous devons courir, aller nécessairement à l'international, mobiliser la ressource, venir travailler dans notre pays et le temps de rendre compte, le pays prend les résultats. Alors que dans le même temps, nous avons des ressources au niveau pays qui doivent être mises à disposition de la société civile pour évoluer, pour produire les mêmes résultats qu'on ne voit pas. Je crois qu'il y a un petit problème. Et nous attirons également l'attention, je dirais, des autorités dans ce sens, pour que des politiques soient développées en direction de la société civile active. Parce que nous n'allons pas nous tromper dans notre... Il y a des sociétés civiles passives. Voilà. Et c'est pour cela que l'autorité qui voit comment les choses évoluent doit pouvoir faire déjà la part des choses pour dire cette catégorie de gens que nous avons vus à l'œuvre, on doit pouvoir développer des stratégies pour leur permettre de mieux faire. L'autre catégorie, comment faire pour les dynamiser? Il ne s'agira pas d'écarter quelqu'un, mais c'est de faire en sorte que tout le monde participe au développement de notre pays et surtout à la protection de l'environnement. Et je crois que en le faisant,
le Bénin gagnerait globalement et chacun dans sa localité pourrait en tirer profit. Madame Claudia Mengampoué, la protection de l'environnement reste un souci majeur de certaines franges de la société civile. De la même façon, l'État aussi met du sien. Mais il n'y a que l'incivisme tue, ou plutôt noie les efforts que les uns et les autres font à ce niveau. Oui. Les citoyens ont un grand rôle à jouer. Les citoyens ont un grand rôle à jouer. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Parce que je sais que beaucoup de personnes nous écoutent présentement et que vraiment chacun puisse prendre ses responsabilités pour que ce que nous faisons ne soit pas détruit. Nous aurons beaucoup d'activités de sensibilisation. Nous en faisions déjà. Et nous continuerons pour que l'environnement vraiment soit la préoccupation de tous. 21 33 52 25, chers amis auditeurs, je crois que vous pouvez commencer par composer ce numéro et participer à cette émission Questions actuelles qui reçoit aujourd'hui Madame Claudia Mengampoué et Monsieur Messan Ogou. Ils nous viennent du réseau des structures d'action locale pour l'environnement. Vous êtes sur cette émission, mesdames, messieurs. Vos questions sont attendues au 21 33 52 25. C'est bien sûr des problèmes relatifs à l'environnement, à la protection de l'environnement que nous évoquons dans cette émission Questions actuelles. 21 33 52 25. On m'annonce qu'il y a un auditeur qui est déjà en ligne. Auditeur en ligne, bonsoir. Auditeur en ligne. Bonsoir, Lucien Dessous. Veuillez vous présenter. On m'appelle Zachary Egouletti. Zachary Egouletti depuis PK10. Lucien Dessous. Monsieur Egouletti. Féliciter et remercier vos invités. Merci. Pour le thème du jour, qui est devenu aujourd'hui un scandale. Un scandale, un grand scandale. J'allais dire même par rapport à l'environnement, à la politique de l'environnement, c'est une violation de l'article 27 de la Constitution du Bénin qui stipule toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est un constat d'échec, surtout par rapport aux déchets, aux sachets en plastique. Là. Vous voyez, hier, quand on sortait pour aller acheter, on avait un bol. Aujourd'hui, c'est le bras ballon qu'on va pour acheter. Et le scandale, c'est que les aliments directement consommables, j'allais dire les aliments actuellement africains comme la sauce, la pâte, là, tout ça là maintenant, c'est dans le sachet. Et aller dans les marchés, c'est un scandale. Vous allez voir même des commerçants qui sont spécialistes de la vente de ces sachets en plastique. Alors, on se demande, est-ce que l'État veille réellement à la protection de l'environnement? Parce que lorsque, d'une manière ou d'une autre, on constate que c'est devenu partout dans les rues là, vous ne verrez que les sachets en plastique. Et personne ne fait rien. C'est pour cela que moi, par rapport à vos invités, j'allais demander, est-ce que déjà vous avez fait une estimation pour voir l'impact direct des sachets en plastique sur l'organisme, sur la santé des populations? Là, tout passera par là, parce que si les Béninois se rendent compte de la dangerosité qu'ils encourent avec l'utilisation de ces sachets en plastique là, ils s'en débarrasseront aisément. Donc, tout passe par la sensibilisation. Aussi, je vais arriver à aborder le problème des changements climatiques. Vous savez, les changements climatiques sont la conséquence directe de la croissance démographique. Parce que c'est l'homme qui est à la base des changements climatiques. Et c'est dommage pour nous. Parce qu'aujourd'hui, les villes se développent de façon anarchique et empiètent sur les villages. Les villes se développent et empiètent sur les villages. Je veux dire, les villages deviennent les villes. Et on ne fait rien. Et aujourd'hui, nous crions en Afrique que les effets
de gaz à effet de serre. Nous supportons indirectement les conséquences des actes que les Occidentaux posent. Alors, qu'est-ce que nous n'avons pas besoin de l'argent. Nous n'avons pas besoin d'argent pour protéger notre environnement. Il suffit seulement que l'autorité prenne ses responsabilités, que tout le monde soit sensibilisé, aussi bien sur les sachets en plastique, qu'on vous dise, voilà, les sachets en plastique, voilà, quel temps ça cause sur votre santé. Voilà, lorsque vous lâchez la sauce dans les sachets en plastique, voilà, lorsque vous lâchez la pâte, voilà les risques que vous encourez. Tout passera par là. Nous n'avons pas besoin de l'argent pour pouvoir combattre ces mots-là. Merci. Merci à vous, monsieur Zakari Egunleti. 21 33 52 25 questions actuelles. Cela se passe sur la 99.6 KPFM. Auditeur en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir. Veuillez vous présenter et aller à vos préoccupations. Je m'appelle Maounion Constant Bruno. Maounion Constant Bruno. Allô? On vous écoute, monsieur Agbodjogo. Oui, vous êtes en train de parler des problèmes environnementaux. Justement. Moi, je suis vraiment dérangé quand lors d'un voyage ou bien lors de déplacement en voiture ou bien je vois des gens qui jettent, après avoir fini de manger, ils jettent pêle-mêle les trucs sur la voie. Et au Bénin, ici, je ne sais pas, en tout cas, je ne comprends pas pourquoi, malgré toutes les sensibilisations, ça continue. Moi, je voulais lancer un appel aux autorités publiques. Parce que c'est eux qui reçoivent les fonds là-bas. Et au lieu de faire rejaillir les fonds sur les autorités locales pour une sensibilisation, sur les autorités religieuses, ainsi de suite, non. On bloque ça là-bas et on en fait ce qu'on veut. Vraiment, je suis dérangé. Parce qu'à mon temps, lorsque moi j'étais à l'école, même au cours secondaire, ils n'avaient pas les sachets en plastique. Mais aujourd'hui, allez voir, surtout c'est les bonnes dames qui font la promotion des sachets. Il va falloir qu'on interdise même l'utilisation du sachet. L'importation du sachet, il faut interdire ça. Hein? Merci à vous, monsieur Maounion Constant. Merci. Merci pour votre intervention, monsieur Maounion Constant. 21 33 52 25. Nous allons accueillir un autre auditeur qui se manifeste pour exprimer ses préoccupations dans cette émission Questions actuelles qui reçoit ce jour Madame Claudia Mengampoué et Monsieur Meksan Ogou. Et nous viennent tous deux du réseau des structures d'action locale pour l'environnement mondial Salem. Nous y sommes 21 33 52 25 auditeurs en ligne pour vos préoccupations. Si il y a un auditeur en ligne, la régie me fait signe qu'on n'a pas quelqu'un encore. 21 33 52 25, on attend quelques instants puisque vous avez encore droit à cette tranche, mesdames, messieurs, c'est la vôtre sur la 99.6 KPFM. Questions actuelles, c'est sur www.kpfm.com si vous êtes internaute. 21 33 52 25, nous allons certainement revenir en studio en attendant que d'autres se préoccupent de la situation. Monsieur Meksan Ogou et Zakari Egunleti a fait beaucoup de contributions, mais il a aussi posé des questions. On va lui répondre. Auditeur en ligne, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est toujours Maounion Constant Bruno qui revient. Voilà, monsieur. Vous voyez, lors des lotissements dans les quartiers, hein, on détruit tous les arbres. Tous les arbres, les palmiers, les cocotiers, tout ce qu'il y a comme arbre. Et aujourd'hui, on ne plante plus. Même dans nos campagnes, hein, dans nos régions rurales, là, les gens sont en train de détruire pour aller faire de la vie, et ainsi de suite. Vraiment, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Sensibiliser surtout les élèves, les enfants, à ce que désormais, il y ait chaque jour des choses à voir. Qu'on plante chaque jour, au lieu qu'on attend le 1er juillet ou bien quoi que ce soit. Oui, merci, monsieur le chef de jour. Une fois encore, merci à vous, mais on revient en studio directement pour se préoccuper des préoccupations, des questions des uns et des autres. Monsieur Ogou, votre réaction tout de suite. Oui, je remercie d'entrée les deux intervenants. Et je crois que
leurs préoccupations nous permettent de dire que d'abord, les questions débattues aujourd'hui sont des questions qui trottent dans la tête d'un certain nombre d'auditeurs et de populations du Bénin. En réalité, au-delà des contributions, il faut remarquer que le sachet, lorsqu'il est brûlé, constitue un problème néfaste pour toute la population. Parce que le sachet dégage un gaz, la dioxine, qui est un gaz très néfaste pour la santé. Et lorsque vous continuez, c'est-à-dire vous êtes dans un environnement où vous s'inspirez, je crois que c'est ça, régulièrement, cette fumée ou ces odeurs, après les conséquences sur vous-même là. C'est-à-dire tous les problèmes liés, je dirais, problèmes respiratoires, tout ça, je crois que vous êtes exposé, suffisamment exposé. Et vous devez savoir, pas seulement savoir, vous vivez tous les jours, puisqu'il n'y a pas ce jour où il y a un petit tas qui est fait et brûlé, plein de sachets. Dans nos maisons, les gens aujourd'hui utilisent le sachet pour, c'est-à-dire pour faire le feu. Pour faire le feu. Alors, sans savoir que ce geste qui est en train d'être fait, c'est contre sa propre santé. C'est-à-dire, c'est des actes qui nuisent à la santé de façon progressive. Et un jour, on dira, l'enfant est malade. Dès le moment où la maladie... La maman est malade. La maman est malade. Et dès que la maladie est déclenchée, en bon béninois, la direction, c'est aller chercher la cause. Quelque part. Et on trouve toujours la cause. Si ce n'est pas la tante, c'est le grand-père qui est là, ou c'est l'oncle qui a injurié le matin, et c'est toujours ça. Or, c'est nous-mêmes qui sommes à la base de tout ce que nous faisons. Mais ce que nous voulons, c'est faire en sorte que la population, d'abord, soit informée. Mais que l'État également aide. Parce que en tant qu'individu, nous ne pouvons rien. On peut beau éduquer, s'il n'y a pas une petite dose de mesures coercitives, rien ne change. Et il faut sanctionner. Il faut sanctionner. Mais la sanction, ce n'est pas nécessairement une sanction du gendarme. Mais en mettant des barrières pour que le sachet arrive, on saura que on n'a pas intérêt à utiliser le sachet. Il y a quelqu'un qui a même proposé qu'on interdise. Oui, on va interdire l'importation. Mais on ne peut pas faire du jour au lendemain. On doit interdire. On commence à éduquer. Mais on commence à mettre les barrières. L'interdiction, vous allez faire, mais ce n'est pas du jour au lendemain que ça va cesser. Et c'est pour cela que c'est important que les autorités nous accompagnent dans cette lutte pour que des mécanismes nouveaux soient trouvés pour changer la stratégie actuelle ou les comportements développés par les populations aujourd'hui qui tendent, je dirais, à ruiner leur santé en matière de développement du sachet. Madame Amengampoué, vous avez certainement quelque chose à compléter par rapport aux préoccupations de nos auditeurs. Oui, merci. Monsieur Zachary Egouleti, il a demandé si l'État veille réellement à la protection de l'environnement, de la population. Oui. L'État fait beaucoup, surtout en termes d'utilisation des sachets plastiques. Et je sais qu'il y a au moins 2 ONG qui travaillent sur le recyclage de ces sachets à travers la fabrication d'objets d'art, la fabrication de granulés, tout ça. Il y a Bethesda et il y a l'ONG qui dit mieux, qui sont vraiment appuyés par les structures gouvernementales et d'autres structures à l'international. Donc, on ne peut pas dire que l'État ne veille pas à la protection. Et pourtant, les sachets plastiques circulent dans nos rues. Oui, et nous accueillent en pleine circulation encore. Tout à fait. Ces 2 structures seules ne peuvent pas mener cette lutte. Donc, moi, j'exhorte chacun, toutes les personnes qui écoutent cette émission aujourd'hui, à nous aider à transmettre les messages. Parce qu'on ne peut pas tout laisser
à l'État. Hein? Nous sommes tous... Donc, il appartient aux citoyens maintenant de jouer leur partition. On n'a qu'à s'éduquer, on n'a qu'à s'éduquer. L'État ne peut pas être partout. Bon, nous sommes des environnementalistes. Moi, je suis biologiste. Mais quand je parle, des fois, on me trouve très bizarre. Parce que ce que tu es en train de faire, tu ne vois pas le mal venir. Mais moi, je vois. Je te le dis. Les gens m'appellent écolo. Mais le danger est là. Aujourd'hui, telle personne est malade, elle souffre de cancer. C'est à cause de ça. La sauce est dans le plastique, la pâte est dans le plastique. Aujourd'hui, quand vous allez aux réceptions, excusez-moi, la pâte est dans les petits plastiques. Là. Ça veut dire quoi? Ça ne se faisait pas avant. C'est dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Mais on ne voit pas ça, quoi. Et par rapport à ça, en tant que consommateur, qu'est-ce qu'on peut faire? Faudrait-il commencer par refuser de manger ou que faire? C'est les restaurateurs d'abord. Hein? C'est les restaurateurs qui doivent revoir leurs pratiques. Hein? On était dans l'ignorance, mais aujourd'hui, on sait qu'on met la pâte chaude dans du plastique. Mais ça ne se faisait pas avant, pourtant. Il y avait les restaurateurs, il y avait les réceptions qui s'organisaient. On veut être pratique. En mettant la cassa, la pâte, toutes sortes de pâtes dans les plastiques. Tout est dans les glacières. Alors, quelqu'un préconise la sensibilisation, l'éducation des enfants surtout? Si, nous, organisations non gouvernementales qui travaillons au Bénin, nous travaillons beaucoup dans le domaine de l'éducation environnementale. Nous impliquons beaucoup d'enfants parce que les enfants sont les meilleurs vecteurs de messages. Hein? Donc, nous travaillons beaucoup avec les enfants pour les éduquer, pour qu'ils aient de bonnes pratiques. Monsieur Meksa Ogou, on rappelle que vous êtes le coordonnateur du réseau des structures d'action locale pour l'environnement mondial, Salem en abrégé. Et justement, depuis quand Salem est né, quels sont vos champs d'intervention? Merci beaucoup. Le réseau Salem, comme tu l'as si bien défini, réseau des structures intervenant réseau des structures d'action locale pour l'environnement mondial, c'est un regroupement d'ONG, d'OSC actives dans le secteur de l'environnement. Et ce réseau est mis en place depuis 2008 et nous travaillons sur un certain nombre de thématiques. Nous avons la biodiversité, la dégradation des terres. Nous essayons de travailler un peu sur les questions des eaux internationales, les polluants organiques et persistants, les énergies renouvelables. En fait, ces thématiques, pendant longtemps, sont retenues au niveau du réseau pour permettre de déployer, je dirais, suffisamment les capacités des ONG et voir un peu leur impact au niveau des communautés ciblées. Et c'est suite à tout cela, les résultats obtenus et les tendances pour améliorer un peu les performances d'aujourd'hui que nous disons qu'il y a quelques éléments sur lesquels il faudra commencer à partager les résultats avec tout le monde, mais beaucoup plus avec les autorités locales, de manière à nous aider à améliorer. Parce que tant que l'autorité ne met pas sa main pour dire j'accompagne véritablement, bon, c'est-à-dire du point de vue de la population, il reste quelque chose. C'est-à-dire l'autorité ne voit pas ça comme une priorité. Mais nous voulons maintenant attirer l'attention de l'autorité sur la nécessité d'accompagner le mouvement pour que demain, les résultats soient encore plus probants sur le terrain. Et je vous dis, nous sommes à plus d'une cinquantaine d'ONG réparties sur toute l'étendue du territoire. Donc, il n'y a pas cette commune du Bénin qui ne nous reçoit pas. Donc, on a toujours un interlocuteur qui travaille de façon sérieuse. Et c'est ça un peu la différence. Parce que ne rentre pas au niveau de ce réseau une structure qui naît aujourd'hui et qui n'a aucune aptitude. C'est des gens qui ont vraiment des références, qui participent aux réflexions et qui produisent des résultats sérieux sur le terrain. Donc, c'est important pour nous de commencer à parler de nos résultats et de commencer à attirer l'attention
des populations sur ce que nous faisons et beaucoup plus sur les questions d'importance majeure. Et aujourd'hui, nous sommes venus, nous avons échangé sur un certain nombre de choses, mais nous allons revenir pour aborder d'autres préoccupations. Et je crois que au fur et à mesure, nous allons informer largement et nous allons faire en sorte que notre mission, qui est de contribuer à une meilleure implication de la société civile dans la définition, la mise en œuvre et le suivi, évaluation des politiques environnementales, ça pourra ensuite devenir une réalité. Voilà, Madame Mengampoué, c'est vrai que le bébé est né il y a quelques années, il n'est pas totalement grand, mais des actions ont été menées d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que vous avez pu faire au niveau du réseau Salem jusqu'à présent pour la protection de l'environnement béninois, voire mondial? Bon, il a cité nos domaines d'intervention tout à l'heure. Et le réseau est constitué de 54 organisations non gouvernementales. Toutes ces organisations non gouvernementales ont travaillé sur différentes thématiques, sur toute l'étendue du territoire. Il a parlé des énergies renouvelables, les eaux internationales, la biodiversité, et ainsi de suite. Donc, beaucoup de projets ont été mis en œuvre dans choses-là, dans cette thématique-là. Alors, Monsieur Ogou, est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Et c'est beaucoup plus à ce niveau que nous sommes là. Nous avons certes les moyens de notre politique parce que prendre la résolution d'unir nos forces, de travailler de façon de travailler en synergie, c'est d'abord le soubassement de notre stratégie. C'est déjà une puissance. C'est une puissance. Pris individuellement, peut-être je ne peux rien ou ma structure ne peut rien. Ma structure de base, je veux dire. Mais si ensemble, toutes les structures regroupées au sein de ce réseau commencent à s'unir sur des questions importantes, je crois que le problème est réglé. Nous n'avons pas besoin qu'on nous mette les milliards à disposition, mais nous avons seulement besoin de bien réfléchir, de bien penser, et l'accompagnement doit pouvoir suivre. Si aujourd'hui, tout ce que nous développons, c'est des choses importantes, que l'autorité comprend, que c'est important pour ce Bénin, c'est important, ça rentre dans la politique nationale, et que ça doit permettre, c'est-à-dire les résultats que nous obtenons sur le terrain peuvent contribuer largement aux résultats globaux que le Bénin attend. Je crois que le gouvernement béninois, à travers le ministère de l'Environnement, peut accompagner le dispositif et faire en sorte que les résultats soient des résultats les plus intéressants possibles. Et c'est en cela que nous disons que notre sortie d'aujourd'hui, c'est une première pour nous permettre de mieux... Votre sortie d'aujourd'hui qui est un gros cadeau que KPFM vous offre certainement, Monsieur Ogou. On ne cessera de remercier. C'est le cadeau de l'année, certainement. Alors, bon, surtout en ce jour où nous recommençons la vie. Alors, dites-nous, la collaboration avec les communes, puisqu'on vous retrouve dans toutes les communes. C'est également l'autre maillon de notre dispositif. D'abord, les ONG ensemble pour penser, mais la stratégie, c'est asseoir une collaboration forte avec les communes. Chaque ONG dans sa commune est, je dirais, fortement impliquée dans la mise en œuvre du plan de développement local. Et ça fait que aujourd'hui, partout où nous passons, dans toutes les communes, on peut citer le nom d'une ONG opérationnelle qui est membre du réseau. Et ça fait que si nous disons nous voulons aller de l'avant, on ne peut pas ne pas aller de l'avant. Et tous les maires sont d'accord que les approches que nous venons sur une thématique d'importance de leur localité, que ça permet à la communauté vraiment de prendre conscience sur un problème spécifique. Si je prends la question d'énergie renouvelable, vous savez, il y a des communes aujourd'hui où des gens ont pu faciliter l'électrification. Or, c'est une politique de l'État. Depuis des années, on en parle.
mais où est-ce que vraiment nous avons appliqué ça? Mais avec les petites ressources mobilisées à gauche et à droite, nous commençons à tester des choses. Si nous parlons des eaux internationales, vous avez vu, avec des ONG, nous arrivons à amener la communauté à lutter contre l'élimination d'un certain nombre d'espèces en voie de disparition telles que les tortues, les lamatins, tout ça. Donc, c'est des choses que nous faisons à petite échelle, mais fortement supportées par les autorités locales, et ça fait une force. Et je disais au départ, nous avons les moyens de notre politique. Il ne s'agit pas pour nous d'aller commander, mais nous voulons travailler, je dirais, nous voulons un partenariat gagnant-gagnant avec l'autorité. Il ne s'agit pas pour l'autorité de nous donner, mais non. L'autorité nous donne, mais en retour, l'autorité a peut-être 10 fois ou 4 fois, non, 10 fois ou 20 fois ce qu'il nous a donné pour travailler sur le terrain. C'est ça un peu notre stratégie. Et si on fait un petit sondage sur nos performances sur le terrain, je crois qu'on doit pouvoir se décider pour aller en partenariat avec nous et faire de nous ce que l'on aurait souhaité avec beaucoup d'autres. Madame Megan-Poué, si vous avez bien sûr des conseils à donner en gros aux populations par rapport à la protection de l'environnement, qu'est-ce que vous pouvez leur dire en quelques phrases? Merci. Je dirais que l'environnement, c'est l'affaire de tous. Qu'on n'attende pas l'autorité pour certaines choses. Par exemple, nous avons parlé des sachets plastiques. N'attendons pas que l'autorité vienne nous chasser, que les structures gouvernementales viennent faire la chasse aux sachets pour ne plus les utiliser. Retenons que les sachets... On va s'auto-censurer. Voilà. S'auto-éduquer. Je sais que ceux-là déjà commencent par changer de comportement et aider ceux qui sont dans leur entourage à changer de comportement. Et monsieur Maounion Constant, que je salue, a parlé de la destruction des arbres sans le reboisement. Je demanderai à monsieur Maounion que lui seul, à son niveau, il n'a qu'à commencer par planter des arbres et demander à tous ceux qui sont autour de lui, partout où il passe, de demander aux gens de planter des arbres. J'ai sillonné une voie aujourd'hui, je suis allé à Tori. On est en train de construire une voie là. Et là, on a tout détruit. J'ai demandé aux populations avec qui j'ai travaillé de réclamer à ce que, après la construction de la voie, qu'on remette des arbres aux abords. Il y avait des arbres qui ont été déracinés. Ce qui ne doit pas se faire. Mais dans certains pays, vous allez, on ne déracine pas les arbres comme ça. Même quand on veut construire une route, on sait comment construire la route pour préserver les arbres. Et aussi, monsieur Gouletti, que je salue aussi, dit, il a parlé des sachets plastiques. On peut en finir. Déjà à travers l'éducation, qu'on comprenne aujourd'hui que les plastiques dans lesquels nous mettons la nourriture, les vendeuses de com qui mettent le com dans le sachet, la cassade dans le sachet, donc à savoir si on doit cultiver même ces espèces qu'on utilise pour préparer ces repas, on n'a qu'à les cultiver. Le talia qu'on utilise pour faire la cassade, on peut cultiver. Alors, si vous devez vous adresser à nos autorités par rapport à la protection de l'environnement, que diriez-vous? Oui, je leur demanderai de renforcer un peu la réglementation. Je ne dis pas que l'État a démissionné, je le rappelle, mais que la réglementation soit renforcée, le suivi soit renforcé, et qu'il y ait une meilleure collaboration entre nous, parce que nous servons d'interface entre le gouvernement et les populations. Donc nous devons travailler la main dans la main à travers un partenariat gagnant-gagnant, comme le coordonnateur l'a dit. Voilà, monsieur Mensah Ogou, nous sommes au thème de cet entretien. Votre mot de la fin. Merci beaucoup. Je demanderai simplement à toute la population béninoise de prendre conscience sur ces 4 thématiques sur lesquelles nous avons, ces 4 problématiques sur lesquelles nous avons discuté aujourd'hui. Si tant est que 2 personnes ont pu avoir la ligne pour en parler, que les gens puissent l'intérioriser et commencer à mettre en application à leur propre niveau.
Deuxièmement, demander aux autorités, d'abord communales, de continuer à renforcer les ONG qui les aident à mettre en œuvre un certain nombre, à mettre en œuvre les plans d'action, surtout en matière d'environnement, et les soutenir véritablement, parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire oui, ils sont là, mais que ce soit vraiment des actions concertées et que cela se renforce dans le temps. Mais enfin, je demanderai à ce que les autorités chargées de gérer tout ce dispositif de décider, c'est-à-dire à aller de l'avant. Et aller de l'avant, c'est faire en sorte que toute la réglementation soit appliquée et que les acteurs premiers que nous sommes, qu'on soit associés au processus de prise de décision. Certes, l'autorité va prendre sa décision, mais qu'on nous concerte tout au moins pour avoir notre point de vue sur les sujets d'importance majeure et apprécier et les aider à apprécier les stratégies à développer pour nous permettre de sortir un peu de notre situation actuelle. Et quand ce serait fait, je crois que tout le pays en tirera profit. La problématique de l'exportation du bois et la sauvegarde des forêts au Bénin, la problématique de l'accaparement des terres et ses conséquences socio-économiques et sur le changement climatique au Bénin, la pollution des sachets plastiques au Bénin, le mécanisme des financements innovants en lien avec le changement climatique. Voilà des sujets dont nous avons débattu avec M. Meksan Ogou et Mme Claudia Megampoué, qui nous sont venus du réseau des structures d'action locale pour l'environnement mondial, réseau Salem. La mise en onde a été assurée par Charles Onkenpo, réalisation et animation Lucien Dossou. Restez câblés 99.6. Vous pouvez retrouver cette émission Questions actuelles sur www.kpfm.com. Mesdames, Messieurs, agréable nuit à toutes et à tous. À vendredi prochain pour un autre numéro. Mais ne ratez pas le rendez-vous de la rediffusion. C'est demain à 11h30. Bonne nuit à toutes et à tous. Questions actuelles. Questions actuelles. Le débat politique, économique et social sur KPFM. KPFM, votre radio, le prêt à écouter.